Bonjour à tous, je suis Frédéric Hurlin, je suis entraîneur de cyclisme et de triathlon. Dans cette période de confinement un petit peu particulière, on va essayer de bonifier le temps que nous avons à disposition et je vais vous proposer très régulièrement des vidéos pour vous former. Alors comme je suis entraîneur de cyclisme, dans un premier temps on va parler cyclisme, on va reprendre les bases de l'entraînement, je vais essayer de vous faire découvrir ce qu'est le sport cycliste et on va parler de tous les axes de développement pour un cycliste sur route. On verra si le confinement durera un petit peu plus longtemps, si on a le temps de passer au cyclocross, au cyclisme sur piste et au VTT. Ces cours sont complètement gratuits. Malgré tout, si vous souhaitez faire un don, 1 euro, 2 euros, 5 euros, 50 euros, vous êtes totalement libre. Je vous passerai une diapo avec mon indicatif PayPal dans quelques instants. Par avance, je vous remercie, je remercie ceux qui feront un don. C'est très sympa de votre part. Et j'espère que vous apprendrez plein de choses sur cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors, le sport cycliste est quand même un sport assez ancien. Les premiers vélos, les bicyclettes, les vélocipèdes sont apparus dans le milieu du 19e siècle. Les premiers vélos vraiment qui ne ressemblaient pas à une draisienne, vous savez, les draisiennes qu'on utilise aujourd'hui pour apprendre à nos enfants à faire du vélo, à avoir un petit peu d'équilibre sur deux roues, sont apparus dans les années 1850 et dans les années 1860, 1870. On a commencé à avoir des vrais vélos avec un système d'entraînement. Alors un système d'entraînement qui était direct, comme vous pouvez le voir, directement sur la roue avant. Et peu à peu, on a commencé à avoir des développements avec une transmission par chaîne. Et puis, par exemple, des grosses boîtes qu'on connaît encore aujourd'hui, comme Michelin, ont commencé à s'intéresser à ces machines et par exemple à développer des pneumatiques, les pneumatiques telles qu'on les connaît aujourd'hui. Les premières compétitions, elles ont eu lieu, notamment la première, a eu lieu à Paris au Parc Saint-Cloud en 1868. Les premiers championnats du monde, alors c'était les championnats du monde sur piste, ont suivi une vingtaine d'années plus tard, en 1893, et l'UCI, l'Union cycliste internationale, a été créée en 1900. Les grands tours qu'on connaît encore aujourd'hui, le Tour de France, le Giro, la Vuelta, sont nés en 1903, 1909 et 1935. Alors, le cyclisme, qu'est-ce que c'est? Le Tour de France, les grandes classiques flandriennes, ça nous montre grossièrement ce qu'est le sport cycliste, mais du point de vue entraînement et du point de vue de la réalité du cyclisme, ce n'est pas tout. Alors, parmi les sports cyclistes, nous avons bien sûr le cyclisme sur route que nous connaissons bien avec le Tour de France, mais il y a aussi le cyclisme sur piste, sur vélodrome. Nous avons le cyclocross, ce sont des courses très courtes, faites, alors je vais caricaturer un petit peu, mais sur des vélos de route équipés de pneus de VTT. Ensuite, bien sûr, donc, nous avons le VTT, le cross-country. Ce sont des courses de 1h15 à 1h45 sur des circuits. Nous avons la DH, la descente. Ensuite, il y a des pratiques en VTT un petit peu parallèles, comme l'enduro, qui fonctionne un petit peu comme en rallye. On doit parcourir des spéciales sur des parcours globalement descendants, mais le plus vite possible. Nous avons aussi le cross-country marathon sur des parcours longs, de 50 à 140 km. Et enfin, on a vraiment des pratiques un petit peu secondaires, comme le cyclisme artistique, le cyclisme, le cyclo-football, qui viennent compléter, qui sont reconnus par l'UCI. Alors là, nous allons passer à quelque chose d'un petit peu plus complexe, mais que normalement chaque entraîneur est capable de faire. Il s'agit d'une analyse de l'activité physique. Lorsqu'on veut entraîner dans une activité physique, il faut être capable de mettre en avant les déterminants de la performance de cette dite pratique et pouvoir donc déterminer tous les axes de développement de la performance du cycliste. Comme je vous l'ai expliqué, le cyclisme, ce n'est pas que le Tour de France ou que les épreuves de championnat du monde ou les Jeux olympiques en cyclisme sur route. Le cyclisme, ça représente un grand nombre de licenciés qui ne font pas des courses à étapes, qui font ce qu'on appelle des courses en ligne et des contre-la-montre. Donc là, on va s'intéresser un petit peu plus aux courses en ligne. Et je vous propose sur cette diapo, en fin de compte, les différentes distances que les jeunes catégories parcourent en cyclisme, en course en ligne. Donc ça part des benjamins sur une quinzaine de kilomètres jusqu'aux juniors qui pratiquent des courses de 80 à 120 km selon que le parcours est un parcours roulant ou plus vallonné. Il faut savoir que la formation chez les jeunes cyclistes en France, c'est quand même assez bien faite, ça faut le reconnaître, c'est une très belle initiative de la Fédération française de cyclisme. Il y a ce qu'on appelle les TDJC, Trophées départementaux des jeunes cyclistes,
qui sont des courses entre jeunes. Donc ça commence à partir de la catégorie pré-licenciée jusqu'aux catégories minimes. Et chaque dimanche de course comporte deux courses de compétition, une épreuve plutôt alliée à du pilotage ou de la technique, et une course en ligne. Donc, ce qui permet aux enfants de toucher un petit peu à tout et de ne pas être déjà ultra spécialisés dans de la course en ligne. On veut être sûr que les enfants ont vraiment une aptitude technique, une aptitude à du pilotage. Ces TDJC, donc ces trophées départementaux du jeune cycliste, donnent accès pour les meilleurs à des TRJC, trophées régionaux du jeune cycliste. Donc là, c'est une compétition par équipe de département, toujours sur le même principe, des épreuves techniques, des épreuves de course en ligne. Et enfin, ce qui représente un petit peu les premiers championnats de France pour les jeunes catégories, mais toujours sous une forme de compétition par équipe, pas de compétition individuelle, nous avons le Trophée de France, alors qui va regrouper des épreuves donc, de cyclisme sur route, avec de la course en ligne, du contre-la-montre par équipe, mais aussi, malgré tout, une épreuve de cyclocross et même des épreuves de mécanique. Donc là, je vous parle des épreuves de cyclisme sur route, mais il y a le même mécanisme pour les VTTistes avec le TDJV, Trophée départemental du jeune VTTiste, le TRJV, Trophée régional, et le Trophée de France, VTT. Pour les cyclistes adultes, donc il y a ce qu'on appelle les courses PASS cyclisme, puis les courses première, deuxième, troisième catégorie élite, alors qui sont sur des distances pour les PASS, qui sont en fin de compte les cyclistes, la grosse majorité des cyclistes licenciés à la FFC, ce sont des courses qui sont sur des kilométrages de 60 à 90 km. Et les courses de première, deuxième catégorie, les courses élites, commencent déjà à ressembler un peu, c'est un peu l'antichambre du professionnalisme, avec des kilométrages qui vont de 100 à 140 km, 150 km peut-être pour les plus longues. Là, je vous ai parlé du kilométrage pour des courses masculines. Alors, il faut savoir que en France, les courses sur les jeunes catégories jusqu'à minime, voire cadet, hommes et femmes sont sur des kilométrages très similaires. Les juniors, vu qu'elles ne sont pas très nombreuses, malheureusement pour elles, vont courir avec les seniors et se retrouvent de manière un peu brutale sur les kilométrages un petit peu conséquents, c'est-à-dire entre 90 et 110 km. Il faut savoir qu'en cadette, elles ne couraient que sur 40, 45, voire 50 km, donc c'est un petit peu brutal. Les courses UCI femmes, donc les courses élites, se courent sur des distances de 130 à 160 km. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, de plus en plus de grandes classiques comme Liège-Bastogne-Liège, enfin voilà, toutes les classiques notamment qu'on devrait avoir en ce moment en Belgique ou dans les Flandres, ont leur pendant féminin. Alors du point de vue dépenses énergétiques, il faut bien marquer une différence en matière de dépenses énergétiques entre une épreuve roulante sur un parcours plat et une épreuve qui aura lieu sur un parcours vallonné, voire même un parcours de montagne. Il faut aussi faire la différence selon la position du cycliste dans le peloton. En effet, il y a une différence notable dans la quantité d'énergie dépensée pour un cycliste qui est à l'abri du peloton et pour celui qui serait à l'avant du peloton en train de mener le groupe, voire même pour un cycliste qui serait à l'avant, échappé en solitaire. Une étude de Bert Blocken tournée vers la dynamique de peloton montre des choses intéressantes grâce au numérique. Le cas de pelotons compacts ou plus étirés ont été abordés en 2018. Alors, qu'apprend-on avec l'étude de Blocken? Lorsqu'on roule dans la roue d'un cycliste, la résistance à l'air est très rapidement limitée. Elle est 50% inférieure en comparaison à un effort en solitaire. On retrouve cette même sensation lorsqu'on est par exemple sur l'autoroute, on est en train de rouler dans l'aspiration d'un poids lourd ou d'un bus. Tous les cyclistes présents dans un peloton bénéficient d'une résistance à l'air moindre, même le meneur. C'est-à-dire que même le cycliste en tête d'un peloton bénéficie d'un phénomène de protection de l'ensemble du peloton. Le meneur du peloton, par exemple, ne ressent que 86% de la résistance aérodynamique par rapport à un cycliste évoluant en solitaire. Et les cyclistes positionnés sur les extérieurs d'un peloton ont la résistance la plus importante. Nous sommes donc dans une situation où définir clairement la dépense calorifique sur un profil de course
C'est une expérience un petit peu utopique parce que c'est trop variable. On sait que rouler 50 km à 60% de sa consommation d'oxygène, c'est vraiment rouler en endurance, hein, c'est une allure très facile, bah, ça ne représente que 400 à 500 calories à l'heure. Alors que se positionner en tête d'un peloton, pour être dans une situation de coureur échappé, ça va générer une dépense énergétique de 800 à 1000 calories à l'heure. Pardon. Donc vous comprenez bien pourquoi sur les étapes de plaine sur le Tour de France, lorsqu'il y a des échappées, même avec 5-6 minutes d'avance, le potentiel de victoire est très très limité parce qu'à partir du moment où le peloton se met à rouler très vite, avec l'avantage aérodynamique qu'il a, il reviendra immanquablement sur les coureurs échappés pour mettre ainsi en avant les qualités des sprinteurs pour une arrivée en masse. Donc tirer des conclusions définitives de données mesurées en compétition, et c'est vraiment indicatif. Et on sait que malheureusement, l'apport énergétique lors d'une course en ligne, on imagine une course sur un circuit urbain, eh bien dans tous les cas, la balance énergétique sera déficitaire. On dépensera plus d'énergie chaque heure que ce qu'on est capable d'ingurgiter. Alors il faut imaginer que dans la gestion de notre température corporelle, notre cerveau fait rapidement le choix de protéger notre noyau central, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans la boîte crânienne et tout ce qui est au niveau poumon, digestion, cœur. Le but du jeu étant de maintenir une température stable à 37 degrés. Par contre, on sait que le fonctionnement musculaire génère beaucoup de chaleur et pas tant de mouvement que ça. Donc très rapidement, il va y avoir une élévation de la température corporelle. Et là, les fuites de liquide vers les espaces interstitiels vont générer de la sudation, et cette sudation va permettre de refroidir l'organisme. En vélo, c'est assez simple. On a ce qu'on appelle le vent vitesse, le vent que l'on ressent par l'avancement, qui va permettre de faire évaporer cette sueur et donc de maintenir une température corporelle relativement stable. Le cycliste, donc en utilisant le vent vitesse, utilise le concept de convection pour se refroidir, la circulation de l'air sur la peau pour faire évaporer les gouttes de sueur. Donc un cycliste qui évolue à grande vitesse ne chauffe pas trop. Par contre, lorsqu'on va retrouver un vététiste ou un cycliste en train de faire l'ascension d'un col en montagne, la température va monter beaucoup plus vite parce que la vitesse, elle peut être de l'ordre d'une dizaine de kilomètres heure. Le vent vitesse est plus faible, l'effort musculaire est plus important. Donc le choix de la tenue, l'hydratation régulière, s'arroser la tête, c'est quelque chose de très important pour un cycliste. Alors on va se faire un petit inventaire à l'après-vert des qualités qui sont nécessaires pour être un cycliste sur route performant. Alors bien sûr, il faut une endurance de base importante. Il va falloir assumer les kilomètres à l'entraînement, les kilomètres en course, et il va falloir assumer aussi le combo entraînement, compétition, entraînement, compétition. Il faut savoir qu'en cyclisme, on peut quasiment courir, on va dire, 45 week-ends par an, donc c'est très important. L'idée, bien sûr, n'est pas de faire une course tous les week-ends. Moi, avec les jeunes que j'entraîne, on définit en début d'année des blocs de compétition qui seront des compétitions de préparation pour des compétitions importantes qui sont, alors par exemple, le championnat départemental, régional et pour certains peut-être des qualifications au championnat de France. Le corollaire de cette endurance de base élevée, c'est une forte capacité à récupérer de ses efforts. Il faut imaginer qu'une course cycliste sur route, on va mettre le Tour de France de côté, une course cycliste sur route sur un circuit, ce n'est qu'un enchaînement de ralentissement parce qu'on passe dans une zone technique, un virage, et d'accélération en sortie de virage, des relances ou des attaques. Donc ce n'est que ça, je ralentis, j'accélère, et donc ça demande de grosses capacités de récupération pour profiter de tous les temps morts un petit peu lents pour se refaire la cerise. Alors ensuite, il faut une puissance importante. Alors on utilise le concept de puissance en cyclisme. Le coureur à pied va utiliser la VMA, la vitesse maximale aérobie. Nous en cyclisme, on utilise la puissance, qui est mesurée avec des capteurs de puissance qui sont situés dans les pédales ou dans les pédaliers. Donc une puissance importante va permettre quoi? Assumer un train rapide, capable de rouler vite et longtemps, par exemple pour écrémer un peloton ou tenter une échappée. C'est vraiment l'expression d'un haut niveau de VO2. Cette puissance, alors AVO2, c'est-à-dire la PMA, sur 6 minutes,
doit être aussi couplé à une puissance au seuil anaérobie élevée pour assurer un train rapide longtemps et, comme je vous l'ai expliqué juste avant, pouvoir tamponner les accélérations violentes qu'on retrouve dans les courses en peloton. Enfin, il faut une force importante pour emmener un braquet conséquent. Alors on parle de braquet, d'accord? Sur vos pédaliers, vous avez souvent entre 1 et 3 plateaux, et derrière vous avez ce qu'on appelle une cassette avec différents pignons. Maintenant, on va jusqu'à 12 pignons. Un gros braquet, ce serait utiliser le gros plateau de votre pédalier et utiliser le petit pignon sur votre cassette. Et bien pour ça, il faut de la force, il faut une force importante. Ça permet en plus une meilleure efficience sur des efforts faciles. D'accord? Plus on est fort, plus sur des efforts faciles, on consomme très très peu d'énergie. Ensuite, cette force doit permettre une meilleure coordination entre les muscles agonistes et antagonistes. Il ne faut pas croire que pédaler, c'est uniquement pousser sur les pédales. Un cycliste de compétition a les pieds clipsés, accrochés aux pédales. Et donc, lorsqu'il y a une jambe qui appuie sur la pédale, qui la pousse vers le sol, l'autre jambe, elle, aura tendance à la tirer vers le haut. Le cycliste expert a aussi des qualités de coactivation musculaire bien supérieures aux débutants ou au cycliste occasionnel qui prend un Vélib pour se balader. Il n'y a pas que le mollet et le quadriceps qui travaillent, il y a aussi tout un travail des fessiers, des psoas, un travail des abdominaux pour avoir un pédalage puissant. Immanquablement, une faiblesse de l'une des qualités qu'on vient de citer générera un trou dans le jeu du cycliste ou dans certaines situations de course. Par exemple, un manque d'endurance promet des fins de course compliquées ou des fins de saison compliquées si on court un petit peu trop régulièrement. Une puissance faible, ça donne des capacités à maintenir un train élevé relativement faible. Donc ce sera soit je ralentis, je ne peux plus suivre le peloton, je suis lâché, soit j'explose parce que j'essaye de tenir le plus longtemps la cadence, et j'explose, et peut-être que je finirai hors temps parce que là aussi, encore une fois, je vais décrocher du peloton. Un manque de force entraîne en règle générale un pédalage trop cadencé. Et comme la puissance développée, c'est le produit de la force qu'on applique sur les pédales avec nos jambes par la cadence, immanquablement, si vous avez un pédalage trop véloce, vous développerez peu de puissance. A l'inverse, si vous avez un pédalage trop lent, trop en force, avec une cadence qui est par exemple inférieure à 50 tours de pédale par minute, vous verrez que là aussi, votre puissance est très faible. Vous pouvez faire l'expérience sur un vélo équipé d'un capteur de puissance, sur un watt bike. Vous mettez la chaîne tout à gauche, c'est-à-dire petit plateau, grand pignon, vous allez mouliner dans la semoule, vous ne développez pas de puissance. Inversement, en mettant tout à droite, grand plateau, petit pignon, vos jambes vont tourner très lentement, vous allez avoir l'impression de forcer, mais vous développerez très peu de puissance. Cette incapacité à tourner les jambes, ça génère vraiment une limitation dans le fonctionnement musculaire. On ne sera pas capable de passer d'un pédalage un petit peu en force pour soulager le cardio à un pédalage un petit peu plus véloce pour soulager le côté musculaire. Bien voilà, c'est ainsi qu'on conclut notre vidéo, cette première partie sur l'entraînement cycliste. Encore une fois, je vous rappelle que si vous voulez faire un don, vous avez mon compte PayPal qui apparaît maintenant. Bien sûr, ce n'est pas d'obligé. Je remercie ceux qui le font, c'est très sympa. On se retrouve très très vite. On poursuit le déroulé de notre cours sur l'entraînement cycliste d'ici 48-72 heures. Passez une bonne fin de journée, prenez soin de vous. Ciao!